Révolution française, dans tout ce qu'elle porte de révolte et d'espoir, a hissé l'homme au niveau le plus haut, écrira André Malraux, l'un de ses chantres les plus talentueux. La Révolution française, c'est encore aujourd'hui le fondement de notre système politique, social et culturel. Lorsqu'on l'évoque, on pense d'abord à la Marseillaise, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclamait l'égalité des citoyens devant la loi, les libertés fondamentales et la souveraineté de la nation, apte à se gouverner elle-même à travers ses représentants élus. On pense à ces jeunes héros mythiques en haillons qui formèrent une armée glorieuse combattant tous les rois d'Europe. Mais il faut reconnaître, objectivement, en son nom, l'homme a aussi commis les crimes les plus odieux, qui l'ont rabaissé au niveau le plus bas. Non, incontestablement, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et il faut sérieusement en finir une fois pour toutes avec les images d'Épinal et les idées reçues, véhiculées par l'historiographie républicaine de la fin du XIXe siècle et relayées dans les manuels scolaires jusqu'à une époque récente. Certes, la République, qui eut le plus grand mal à s'installer de façon pérenne, ne pouvait qu'insister sur les abus et les injustices de la monarchie renversée par la Révolution et dénigrer, autant que faire se peut, dénigrer un monarque, le roi Louis XVI, dont la disparition sur l'échafaud permit l'envol. C'était en somme de bonne guerre. Mais la République est désormais suffisamment solide et bien établie pour pouvoir faire table rase de toutes les contre-vérités et accepter d'analyser avec un esprit plus critique la Révolution française et ses zones d'ombre, ses excès et sa folie meurtrière, notamment lors de la Terreur. Son premier crime n'est-il pas d'avoir ôté la vie au roi, devenu un bouc émissaire? Les tambours de Santerre ne parvinrent pas à étouffer ses dernières paroles. Je pardonne à mes ennemis, et à les empêcher de retentir au-delà du temps. Samson eut beau exhiber la tête de Louis XVI sous les acclamations du peuple et la tourner à tous les bouts de l'horizon, il n'avait décapité qu'un homme, non un système. Et en fin de compte, ce lamentable spectacle ne profitera guère à la République qui traînera longtemps comme un boulet cet assassinat d'un homme innocent qui paya lourdement les fautes et le manque de lucidité politique de ses prédécesseurs. La mort du dernier roi, plus exactement du dernier roi de droit divin, par un matin brumeux, ce 21 janvier 1792, place de la Révolution, actuelle place de la Concorde, achèvera en tout cas le destin d'une dynastie où le sang faisait le roi. La terrible machine du bon docteur Guillotin ce jour-là ne tranchera pas seulement sa tête, mais aussi le cœur de la monarchie. Ses frères, les futurs Louis XVIII et Charles X, pas plus que Louis-Philippe, fils du régicide, ne parviendront à renouer le fil coupé. Non, incontestablement, et tous les historiens s'accordent actuellement sur ce point, Louis XVI ne fut pas un tyran ni un traître à la nation. Ce ne fut pas non plus un sot, un benet, un médiocre, un petit gros, stupide et dénué d'esprit. Il était tout le contraire même de ce portrait dressé par les révolutionnaires de 1789 et les historiens de la Troisième République. Il mesurait en réalité entre 1,90 m et 1,93 m, et il était doté d'une grande force physique. Il parlait couramment l'anglais et lisait parfaitement l'italien, l'allemand, l'espagnol et le latin. Il était passionné d'histoire, de géographie et s'intéressait à toutes les grandes découvertes scientifiques de son temps. Il était par ailleurs très humain, simple,
proche des gens, croyait en la justice et, comme beaucoup de ses sujets, souhaitait ardemment une amélioration du régime et même une transformation de la monarchie. Mais il ne pourra pas parvenir à réaliser son vœu le plus ardent. Père attentionné, époux fidèle, il ressemblait à un bourgeois, mais il restait persuadé d'avoir été choisi par Dieu pour accomplir le mieux possible son métier de roi. Un métier difficile qui lui était imposé et dont il se serait bien passé. Certes, il était souvent indécis et influençable, ce qui le conduisit à prendre parfois des décisions catastrophiques qui terniront son image auprès des Français. Lorsque celui qui ne sera plus alors que le citoyen Louis Capet, dans sa prison de la Tour du Temple, fera ses adieux à sa famille avant d'être conduit place de la Révolution, un homme se tiendra à ses côtés, effondré, et ne pouvant retenir ses larmes. Il n'est pas noble, cet homme-là. Il n'est pas courtisan. Il n'est pas redevable d'aucun titre, ni d'aucune grâce. Il ne s'est jamais mêlé de politique et ne comprend rien à cette révolution qui fait trembler les uns et enthousiasme les autres. Ce n'est qu'un domestique, un simple valet qui n'est guère allé à l'école, mais sait lire et écrire. Ce n'est ni un modèle de vertu, ni un être doué d'une intelligence supérieure, mais il possède une qualité alors rare à cette époque, la fidélité. Le roi, qui l'avait suivi dans sa prison, il ne le considérait pas seulement comme son maître, mais aussi comme son ami, et même comme un père, bien que Louis XVI n'avait que 5 ans de plus que lui. Durant plusieurs mois, il tentera d'adoucir le sort de l'infortuné captif, tout en faisant tout pour l'empêcher de penser à l'issue fatale et surtout à l'avenir incertain de sa famille et de son pays. Cet homme, fidèle et dévoué, s'appelle Jean-Baptiste Cléry. C'est le dernier valet de chambre du roi de France, Louis XVI. Français, la révolution qui vous régénère a développé en vous de grandes vertus. Mais prenez garde qu'elle n'ait affaibli dans vos âmes le sentiment de l'humanité, sans lequel il ne peut y en avoir que de fausses. J'ai servi pendant 5 mois le roi et son auguste famille dans la tour du Temple. Et malgré la surveillance des officiers municipaux qui en étaient les gardiens, j'ai pu cependant, soit par écrit, soit par d'autres moyens, prendre quelques notes sur les principaux événements qui se sont déroulés dans cette prison. En classant ces notes en forme de journal, mon intention est plutôt de fournir des matériaux à ceux qui écriront l'histoire de la fin malheureuse de l'infortuné Louis XVI que de composer moi-même des mémoires. Oh, je n'en ai ni le talent, ni la prétention. Seul témoin continuel des traitements injurieux qu'on a fait souffrir au roi et à sa famille, je suis seul à pouvoir les écrire et en attester l'exacte vérité. Je me bornerai donc à présenter les faits dans tous leurs détails, avec simplicité, sans aucune réflexion et sans partialité.
né à Vaucresson, au nord de Versailles, le 11 mai 1759, mort à Jetzing, en Autriche, le 27 mai 1809, Jean-Baptiste Kant Annette, dit Cléry, fut d'abord valet de chambre du duc de Normandie. Marié et père de famille, il occupait les fonctions de valet de chambre attaché au petit dauphin lors de la prise des Tuileries, en juin 1792. Le 26 août 1792, il demanda à Jérôme Pétion de Villeneuve, maire de Paris, la permission de servir le roi durant sa captivité au Temple, et il l'obtint. Un commissaire municipal l'introduisit immédiatement dans la tour du Temple. Jean-Baptiste Cléry devint ainsi le valet de chambre de Louis XVI, qu'il servira avec abnégation pendant 5 mois, jusqu'au 21 janvier 1793. Après la mort de Louis XVI, Cléry n'est pas libéré de son dévouement au roi et reste encore quelques semaines de détention supplémentaire au Temple. Il en sortira finalement en mars 1793, mais sera arrêté et emprisonné à la prison de la Force le 25 septembre de la même année. Il ne sera libéré que le 9 août 1794, après la chute de Robespierre, et devra émigrer à Londres. C'est en Angleterre qu'il décidera d'imprimer le journal qu'il avait commencé à rédiger pendant sa captivité à la prison de la Force. Un journal qui reste un document absolument unique sur les derniers mois et les derniers jours de la vie du dernier roi de France, et un témoignage humain émouvant qui aujourd'hui encore nous interpelle et ébranle nos certitudes. Cléry avait tout juste 40 ans en 1789, l'année fatidique. Il était alors encore valet de chambre du duc de Normandie et comme la majorité des Français, il vouait déjà une grande affection pour Louis XVI. Cette année-là, on peut affirmer que les femmes, les hommes, les enfants, les ouvriers, les paysans, les pauvres, les indigents, les domestiques comme Cléry, le peuple, en somme, celui qui fit démarrer sans même le savoir la grande révolution, la Révolution française, en réclamant tout simplement du pain, sans manifester d'ailleurs la moindre hostilité à la monarchie. Le peuple aimait alors sincèrement son roi, tout en attendant beaucoup de lui, car on le savait à l'écoute des plus humbles. Devant la statue à cheval d'Henri IV, située sur le Pont-Neuf, on avait même accroché en 1775 un placard sur lequel avait été écrit « Résurrexit », il est ressuscité. Ce sont pourtant les mêmes, ces femmes, ces hommes, ce même peuple qui lancera en 1792 « À mort le roi, à mort l'Autrichienne » et qui chantera le « Ah, ça ira, ça ira ». La misère grandissante de son peuple, le roi Louis XVI en était bien conscient lorsqu'il monta sur le trône en 1774, seulement âgé de 19 ans. Et après avoir tenté de remettre de l'ordre dans les finances du pays, il s'engagea courageusement sur le chemin des réformes et fomenta avec Turgot puis Calonne sa propre révolution. Une révolution d'envergure qui aurait changé certainement le cours des événements s'il avait pu la mener à son terme. Mais toutes ces tentatives échouèrent, car il se heurta à chaque fois à la fronde de la majorité de la noblesse. Amer, découragé, se sentant désarmé et impuissant, il vivra l'échec de sa révolution comme un drame. Et il ne pourra empêcher celle du peuple et de la bourgeoisie qui l'emportera dans la tourmente, tel un fétu de paille. Le 26 août 1792, je fus mené au temple où Pétion, alors maire de Paris, m'avait autorisé à entrer au service du roi. On me fouilla, on me donna
des avis sur la manière de me conduire, et le même jour, à 8 heures du soir, j'entrai dans la tour. Il me serait difficile de décrire l'impression que fit sur moi la vue de cette auguste et malheureuse famille. Ce fut la reine qui m'adressa la parole, et, après des expressions pleines de bonté, « Vous servirez mon fils », ajouta-t-elle. J'étais tellement oppressé qu'à peine je pus répondre. Pendant le souper, la reine, sa fille, Madame Royale, et Madame Élisabeth, la sœur du roi, qui depuis 8 jours étaient sans leur suivante, me demandèrent si je pourrais peigner leurs cheveux. Je leur répondis que je ferais tout ce qui leur serait agréable. Un officier municipal s'approcha de moi et me dit d'un ton assez haut d'être plus circonspect dans mes réponses. Je fus effrayé de ce début. Par ailleurs, je pris conscience que j'étais sans cesse observé par les officiers municipaux. Un rien leur donnait de l'ombrage. Je me tins sur mes gardes afin d'éviter quelque imprudence qui m'aurait infailliblement perdu. Le 2 septembre, il y eut beaucoup de fermentation autour du temple. Le roi et sa famille descendirent comme à l'ordinaire pour se promener dans le jardin. Un municipal qui suivait le roi dit à un de ses collègues « Nous avons mal fait de consentir à les promener cet après-midi. » J'avais remarqué dès le matin l'inquiétude des commissaires. Ils firent rentrer la famille royale avec précipitation, mais à peine fut-elle réunie dans la chambre de la reine que 2 officiers municipaux, qui n'étaient point de service à la tour, entrèrent. Et l'un d'eux, nommé Mathieu, ex-capucin, dit au roi « Vous ignorez, monsieur, ce qui se passe. La patrie est dans le plus grand danger. L'ennemi est entré en Champagne. Le roi de Prusse marche sur Châlons. Vous répondrez de tout le mal qui peut en résulter. Nous savons que nous, nos femmes, nos enfants périront. Mais le peuple sera vengé. Vous mourrez avant nous. Cependant, il en est temps encore. Et vous pouvez... » « J'ai tout fait pour le peuple, » répondit le roi. « Je n'ai rien à me reprocher. » L'air inquiet des municipaux, les clameurs du peuple aux environs de la tour agitaient cruellement son cœur. Après son coucher, le roi me dit de passer la nuit près de lui. Je plaçai un lit à côté de celui de Sa Majesté. Le 3 septembre, en habillant le roi, Sa Majesté me demanda si je savais quelque chose sur les mouvements de Paris. Je répondis que, pendant la nuit, j'avais entendu dire par un municipal que le peuple se portait aux prisons et que j'allais chercher à me procurer d'autres renseignements. « Prenez garde de vous compromettre, » me dit le roi, « car nous resterions seuls et je crains que leur intention ne soit de mettre près de nous des étrangers. » À 1 heure, le roi et sa famille témoignèrent le désir de se promener. On s'y refusa. Pendant le dîner, on entendit le bruit des tambours et bientôt le cri de la populace. La famille royale sortit de table avec inquiétude et se réunit dans la chambre de la reine. Je descendis pour dîner avec Tison et sa femme, employés au service de la tour. Nous étions à peine assis qu'une tête au bout d'une pique fut présentée à la croisée. La femme de Tison jeta un grand cri. Les assassins crurent avoir reconnu la voix de la reine, et nous entendîmes le rire effréné de ces barbares. Dans l'idée que Sa Majesté était encore à table, ils avaient placé la victime de manière qu'elle ne pût échapper à ses regards. C'était la tête de Madame la princesse de Lamballe. Quoique sanglante, elle n'était point défigurée. Ses cheveux blonds, encore bouclés, flottaient autour de la pique. Je courus aussitôt vers le roi.
La terreur avait tellement altéré mon visage que la reine s'en aperçut. Il était important de lui en cacher la cause. Je voulais seulement avertir le roi ou Madame Élisabeth, mais les deux municipaux étaient présents. « Pourquoi n'allez-vous pas dîner ?» me dit la reine. « Madame, lui répondis-je, je suis indisposé. » Dans ce moment, un municipal entra dans la tour et vint parler avec mystère à ses collègues. Le roi leur demanda si sa famille était en sûreté. « On fait courir le bruit, répondirent-ils, que vous et votre famille n'étiez plus dans la tour. On demande que vous paraissiez à la croisée, mais nous ne le souffrirons point. Le peuple doit montrer plus de confiance envers ses magistrats. » Cependant, les cris du dehors augmentaient. On entendit très distinctement des injures adressées à la reine. Un autre municipal survint, suivi de 4 hommes députés par le peuple, pour s'assurer si la famille royale était dans la tour. L'un d'eux, en habit de garde nationale, portant 2 épaulettes et armé d'un grand sabre, insista pour que les prisonniers se montrassent à la fenêtre. Les municipaux s'y opposèrent. Cet homme dit alors à la reine du ton le plus grossier: « On veut vous cacher la tête de la lamballe que l'on vous a portée pour vous faire voir comment le peuple se venge de ses tyrans. Je vous conseille de paraître si vous ne voulez pas que le peuple monte ici. » À cette menace, la reine tomba évanouie. Je volai à son secours. Madame Élisabeth m'aida à la placer dans un fauteuil. Ses enfants fondaient en larmes et cherchaient, par leurs caresses, à la ranimer. Cet homme ne s'éloignait point. Le roi lui dit avec fermeté: « Nous nous attendons à tout, monsieur, mais vous auriez pu vous dispenser d'apprendre à la reine ce malheur affreux. » Il sortit avec ses camarades. Leur but était atteint. La reine, revenue à elle, mêla ses larmes à celles de ses enfants et passa avec la famille royale dans la chambre de Madame Élisabeth, d'où l'on entendait moins les clameurs du peuple. Je restai un instant dans la chambre de la reine et, regardant par la fenêtre à travers les stores, je vis une seconde fois la tête de Madame la princesse de Lamballe. Celui qui la portait était monté sur les décombres des maisons que l'on abattait pour isoler la tour. Un autre, à côté de lui, tenait au bout d'un sabre le cœur tout sanglant de cette infortunée princesse. Ils voulurent forcer la porte de la tour. Un municipal nommé Daujon les harangua, et j'entendis très distinctement qui leur disait: « La tête d'Antoinette ne vous appartient pas. Les départements y ont des droits. La France a confié la garde de ces grands coupables à la ville de Paris. C'est à vous de nous aider à les garder jusqu'à ce que la justice nationale venge le peuple. » Ce ne fut qu'après 1 heure de résistance qu'il parvint à les faire s'éloigner. Le soir de la même journée, un des commissaires me dit que la populace avait tenté de pénétrer avec la députation et de porter dans la tour le corps nu et sanglant de la princesse de Lamballe, qui avait été traînée depuis la prison de la Force jusqu'au Temple. Que des municipaux avaient, après avoir lutté contre cette populace, lui avaient opposé pour barrière un ruban tricolore attaché en travers de la principale porte d'entrée, qu'ils avaient inutilement réclamé du secours de la Commune de Paris, du général Santerre et de l'Assemblée nationale pour arrêter des projets qu'on ne dissimulait pas.
et que pendant 6 heures, ils avaient été incertains si la famille royale ne serait pas massacrée. En effet, la faction n'était pas encore toute puissante. Les chefs, quoique d'accord sur le régicide, ne l'étaient pas sur les moyens de l'exécuter. Et l'Assemblée désirait peut-être que d'autres mains que les siennes fussent l'instrument des conspirateurs. Une circonstance assez remarquable, c'est qu'après son récit, le municipal me fit payer 45 sous, ce qu'avait coûté le ruban aux 3 couleurs. Au fil des jours, l'atmosphère va devenir plus pesante à la tour du Temple. Les humiliations vont se succéder aux humiliations pour le roi et sa famille, tandis que les massacres continuaient dans la capitale. Cléry s'efforça de soulager la vie des prisonniers, tout en essayant de rester crédible pour les geôliers et de paraître en somme ne pas en faire trop. Lui-même était victime d'humiliations et de sarcasmes grossiers. Louis, de son côté, tente de mener et de faire mener à sa famille un genre de vie uniforme, normal, le plus normal possible vu les circonstances. Il s'efforce aussi de conserver sa dignité et de ne pas se laisser aller au désespoir, ce qui ne pourrait que ravir les municipaux qui font tout pour le faire sortir de ses gonds ou pour le faire craquer. Il faut préciser que la prison du Temple était composée de 2 tours, une petite et une grande, sans communication intérieure. La famille royale était installée dans la petite tour qui comptait 4 étages. Le premier était composé d'une sorte d'antichambre, d'une salle à manger et d'un cabinet. Le second étage était divisé à peu près de la même manière. La plus grande pièce servait de chambre à coucher à la reine et au dauphin. La seconde était occupée par Madame Royale et par Madame Élisabeth, la sœur du roi. Louis XVI se trouvait au 3e étage et couchait dans la grande pièce. Le cabinet lui servait de cabinet de lecture. À côté était une cuisine séparée de la chambre du roi par une petite pièce noire. Le 4e étage était fermé. Le roi se levait tous les matins à 6 heures et se rasait lui-même. Puis Cléry le coiffait et l'aidait à s'habiller. Il passait ensuite dans son cabinet de lecture sous la surveillance d'un municipal qui ne le quittait pas des yeux depuis la chambre à coucher par la porte restée entr'ouverte. Le roi priait à genoux pendant une dizaine de minutes, puis lisait jusqu'à 9 heures, tandis que Cléry faisait la toilette du jeune prince dans la chambre de la reine. À 9 heures, la reine, ses enfants et Madame Élisabeth montaient dans la chambre du roi pour le déjeuner, servi par Cléry, et toujours étroitement surveillé par au moins 2 municipaux. À 10 heures, le roi et sa famille descendaient dans la chambre de la reine et y passaient la journée s'occupant de l'éducation de son fils et lui donnant des leçons d'histoire et de géographie. Cléry note dans son journal la mémoire et l'intelligence de l'enfant et sa grande sensibilité. La reine, de son côté, s'occupait de l'éducation de sa fille, puis tricotait ou faisait de la tapisserie. À 1 heure de l'après-midi, on faisait quelquefois descendre la famille royale dans le jardin, accompagnée de 4 officiers et d'un chef de légion de la garde nationale. Cléry pouvait les accompagner et parfois en profiter pour faire jouer le jeune prince au ballon ou au palais. À 2 heures, tout le monde remontait dans la tour pour le dîner, tandis que, comme tous les jours, à la même heure, le général Santerre, accompagné de 2 hommes, venait inspecter minutieusement chaque pièce. Après le repas, la famille royale retournait dans la chambre de la reine, où chacun passait son temps comme il pouvait. Souvent, le roi et la reine faisaient une partie de tric-trac. À 4 heures, c'était la sieste, au cours de laquelle on essayait d'oublier ses malheurs. Le roi était celui qui dormait le plus paisiblement. On pourrait parler du sommeil du juste. Et à son réveil, on reprenait les mêmes activités qu'en début d'après-midi, et on parlait, on tentait de parler de choses anodines,
tandis que Cléry donnait des leçons d'écriture au dauphin, puis le faisait jouer à la balle ou au volant dans la chambre de Madame Élisabeth. À 8 heures du soir, le dauphin soupait, puis Cléry le préparait pour se coucher et la reine lui faisait réciter ses prières. À 9 heures, le roi soupait seul, la reine et Madame Élisabeth restant auprès du dauphin, puis il venait embrasser sa famille et se retirait dans son cabinet où il lisait jusqu'à minuit. Cléry portait le repas à la reine et à la sœur du roi, puis il préparait son lit auprès de celui du roi qui le rejoignait à minuit. Louis se couchait alors, de même que Cléry, et les deux hommes s'endormaient en rêvant sans doute à des jours meilleurs. Voilà la journée type de la famille royale au Temple, constamment sous le regard de leur geôlier. Cléry évoque à présent, dans un autre passage intéressant de son journal, la fameuse promenade du roi et de sa famille en tout début d'après-midi, qui va devenir, au fil des jours, une véritable épreuve pour elle. Le roi et sa famille, en sortant pour la promenade, devaient passer devant un grand nombre de sentinelles, dont plusieurs, même à cette époque, étaient placés dans l'intérieur de la petite tour. Les factionnaires représentaient les armes aux municipaux et aux chefs de la Légion. Mais quand le roi arrivait près d'eux, il posait l'arme au pied ou la renversait avec affectation. Un de ces fonctionnaires de l'intérieur écrivit un jour sur la porte de la chambre du roi et en dedans « La guillotine est permanente et attend le tyran Louis XVI ». Le roi lut ces paroles. Je fis un mouvement pour les effacer, mais Sa Majesté s'y opposa. Un des portiers de la tour, nommé Rocher, d'une horrible figure, vêtu en sapeur avec de longues moustaches, un bonnet de poils noirs sur la tête, un large sabre et une ceinture à laquelle pendait un trousseau de grosses clés, se présentait à la porte lorsque le roi voulait sortir. Il ne l'ouvrait qu'au moment où Sa Majesté était près de lui. Sous prétexte de choisir dans ce grand nombre de clés qu'il agitait avec un bruit épouvantable, il faisait attendre avec affectation la famille royale et tirait les verrous avec fracas. Il descendait ensuite précipitamment, se plaçait à côté de la dernière porte, une longue pipe à la bouche, et à chaque personne de la famille royale qui sortait, il soufflait de la fumée de tabac. Surtout devant les princesses. Quelques gardes municipaux qui s'amusaient de ces insolences se rassemblaient près de lui, riaient aux éclats à chaque bouffée de fumée et se permettaient les propos les plus grossiers. Quelques-uns même, pour jouir plus à leur aise de ce spectacle, apportaient des chaises du corps de garde, s'y tenaient assis et obstruaient le passage déjà fort étroit. Pendant la promenade, les canonniers se rassemblaient pour danser et chanter des chansons toujours révolutionnaires, quelquefois même obscènes. Lorsque la famille royale remontait dans la tour, elle essuyait les mêmes injures. Souvent, on couvrait les murs des apostrophes les plus indécentes, écrites en assez gros caractères pour ne pas échapper à ses regards. On y lisait « Madame Veto la dansera. Nous saurons mettre le gros cochon au régime. À bas le cordon rouge. Il faut étrangler les petits de Veto, etc., etc. » On crayonnait tantôt une potence où était suspendue une figure sous les pieds de laquelle était écrit « Louis prenant un bol d'air ». Tantôt une guillotine avec ces mots « Louis crachant dans le sac », etc., etc. On changeait ainsi en supplice cette courte promenade que l'on accordait à la famille royale. Le roi et la reine n'auraient pu s'y dérober en restant dans la tour, mais
Leurs enfants, objets de leur sensibilité, avaient besoin de prendre l'air. C'était pour eux que leur majesté supportait chaque jour, sans se plaindre, ces milliers d'outrages. Cette heure de promenade offrait encore à la famille royale un genre de spectacle qui déchirait souvent sa sensibilité. Un grand nombre de sujets fidèles profitaient chaque jour de ce court instant pour voir leur reine et leur roi en se plaçant aux fenêtres des maisons situées autour du jardin du temple. Et il était impossible de se tromper sur leurs sentiments et sur leurs vœux. Je crus une fois reconnaître Madame la Marquise de Tourzel, et j'en jugeais surtout par son extrême attention à suivre des yeux tous les mouvements du jeune prince lorsqu'il s'écartait de ses augustes parents. Je fis part de cette observation à Madame Élisabeth. Au nom de Madame de Tourzel, cette princesse, qui la croyait une des victimes du 2 septembre, ne put retenir ses larmes. « Oh, quoi, dit-elle, elle vivrait encore ?» Le 21 septembre 1792, les députés de la Convention, réunis pour la première fois, décident à l'unanimité de l'abolition de la royauté en France, ce qui sous-entendait la proclamation de la République, même si en fait celle-ci ne fut jamais officiellement proclamée. Le lendemain, la décision était prise de dater désormais tous les actes de l'an 1 de la République. Le 25 septembre, enfin, la République était déclarée une et indivisible. La Convention nationale, entre le 21 septembre 1792 et le 26 octobre 1795, incluant la période dramatique dite de la Terreur, durant laquelle l'essentiel du pouvoir résida dans le comité de salut public, dominé à l'extrême gauche par les montagnards, sera la première forme de gouvernement de la Première République. Le 21 septembre 1792 marque donc un tournant dans la captivité de Louis XVI, un tournant dramatique. Sa principale conséquence, et la plus immédiate pour lui et sa famille, sera le net durcissement des conditions de détention et une recrudescence sensible des pires humiliations. En effet, désormais Louis XVI ne possède plus la moindre légitimité. Il devient un citoyen comme un autre, et par conséquent, le dernier verrou saute. Et plus rien n'oblige ses geôliers à le ménager, voire même à conserver un semblant de politesse avec lui. On redoute par ailleurs un complot royaliste soutenu par la coalition formée par l'Autriche et la Prusse qui s'est constituée en avril contre la France révolutionnaire et qui entend bien, si elle triomphe, le rétablir dans ses anciennes prérogatives. Dans ce contexte, Louis, bien malgré lui, devient un enjeu politique au niveau européen et un obstacle pour la révolution, un obstacle qu'il va bien falloir éliminer au plus vite. On parle alors de plus en plus ouvertement d'un procès, ce que demandent instamment depuis Varennes, Robespierre et surtout Saint-Just. C'est l'une des raisons pour laquelle, le 29 septembre, le roi va être séparé de sa famille et seul Cléry pourra rester à ses côtés. Cette intimité de tous les instants entre les deux hommes va sans doute renforcer encore leur amitié, et je dirais même leur affection réciproque, car Louis dévoilera de plus en plus les sentiments que lui inspire ce valet, plus aimant qu'un fils, comme le prouvera différentes anecdotes rapportées dans le journal de Cléry, dont celle du pain partagé en deux par le roi. Les deux hommes, embarqués dans la même galère, se sentent de plus en plus proches, de plus en plus semblables. Il n'y a désormais plus de roi, plus de valet,
même si chacun continue à jouer son rôle le mieux possible. Le 21 septembre, à 4 heures du soir, le nommé Lubin municipal vint, entouré de gendarmes à cheval et d'une nombreuse populace, faire une proclamation devant la tour. Les trompettes sonnèrent et il se fit un grand silence. Ce Lubin avait une voix de stentor. La famille royale put entendre distinctement la proclamation de l'abolition de la royauté et de l'établissement d'une république. Hébert, si connu sous le nom de Père Duchesne, et d'Étournel, depuis ministre des contributions publiques, se trouvait de garde auprès de la famille royale. Ils étaient assis dans ce moment près de la porte et fixaient le roi avec un sourire perfide. Ce prince s'en aperçut. Il tenait un livre à la main et il continua de lire. Aucune altération ne parut sur son visage. La reine montra la même fermeté. Pas un mot, pas un mouvement qui puisse accroître la jouissance des deux hommes. La proclamation finie, les trompettes sonnèrent de nouveau. Je me mis à une fenêtre. Aussitôt, les regards du peuple se tournèrent vers moi. On me prit pour Louis XVI. Je fus accablé d'injures. Les gendarmes me firent des signes menaçants avec leurs sabres, et je fus obligé de me retirer pour faire cesser ce tumulte. Le 26 septembre, j'appris par un municipal qu'on se proposait de séparer le roi de sa famille et que l'appartement qu'on lui destinait dans la grande tour serait bientôt prêt. Ce ne fut pas sans beaucoup de précautions que j'annonçai au roi cette nouvelle tyrannie. Je lui témoignai combien il m'en avait coûté pour l'affliger. Vous ne pouvez me donner une plus grande preuve d'attachement, me dit Sa Majesté. J'exige de votre zèle de ne me rien cacher. Je m'attends à tout. Tâchez de savoir le jour de cette pénible séparation et de m'en instruire. Le 29 septembre, à 10 heures du matin, 5 ou 6 officiers municipaux entrèrent dans la chambre de la reine où était la famille royale. L'un d'eux, nommé Charbonnier, fit lecture au roi d'un arrêté du conseil de la commune qui ordonnait d'enlever papier, encre, plume, crayon et même les papiers écrits, tant sur la personne des détenus que dans leur chambre, ainsi qu'aux valets de chambre et autres personnes au service de la tour. Le roi et sa famille, sans faire la moindre observation, se fouillèrent, donnèrent leurs papiers, crayons, nécessaires de poche, etc. Les commissaires visitèrent ensuite les chambres, les armoires, et emportèrent tous les objets désignés par l'arrêté. Je sus alors, par un municipal de la députation, que le soir même, le roi serait transféré dans la grande tour. Je trouvai le moyen d'en faire avertir Sa Majesté par Madame Élisabeth. Le roi, quoique instruit de cet événement, en fut de nouveau très affecté, et cette séparation, qui annonçait déjà tant de malheurs, fut un des moments les plus cruels que leur majesté eussent encore passé au temple. Je suivis le roi dans sa nouvelle prison. L'appartement du roi, dans la grande tour, n'était point achevé. Il n'y avait qu'un seul lit et aucun meuble. On me désignait pour logement une chambre très éloignée de celle du roi. J'insistais fortement pour en être rapproché. Je passai donc la première nuit sur une chaise auprès de Sa Majesté. Le lendemain,
le roi n'obtint qu'avec beaucoup de difficultés qu'on me donna une chambre à côté de la sienne. Au lever de Sa Majesté, je voulus me rendre dans la petite tour pour habiller le jeune prince, mais les municipaux s'y refusèrent. À 9 heures, le roi demanda qu'on le conduisît vers sa famille. « Nous n'avons point d'ordre pour cela », dirent les commissaires. Une demi-heure après, 2 municipaux entrèrent, suivis d'un garçon servant qui apportait au roi un morceau de pain et une carafe de limonade pour son déjeuner. Le roi leur témoigna de dîner avec sa famille. Ils répondirent qu'ils prendraient les ordres de la commune. Mais, ajouta le roi, mon valet de chambre peut descendre, c'est lui qui a soin de mon fils, et rien n'empêche qu'il ne continue à le servir. Cela ne dépend pas de nous, dirent les commissaires, et ils se retirèrent. J'étais alors occupé de ces affligeantes idées lorsque le roi vint à moi, tenant à la main le pain qu'on lui avait apporté. Il m'en présenta la moitié et me dit « Il paraît qu'on a oublié votre déjeuner. Prenez ceci. J'ai assez du reste. » Je refusai, mais il insista. Je ne pus retenir mes larmes. Le roi s'en aperçut et laissa couler les siennes. Le 9 octobre, on apporta au roi un journal des débats de la Convention. Et quelques jours après, un municipal nommé Michel, parfumeur, fit prendre un arrêté qui interdisait l'entrée des papiers publics dans la tour. Cette défense de laisser entrer les journaux dans la tour avait pourtant des exceptions quand ces écrits fournissaient l'occasion d'un nouvel outrage. Renfermait-il des expressions injurieuses contre le roi et la reine, des menaces atroces, des calomnies infâmes? Certains municipaux avaient la méchanceté réfléchie de les placer sur la cheminée ou sur la commode de la chambre de Sa Majesté, afin qu'ils tombassent sous sa main. Ce prince lut une fois dans une de ses feuilles la réclamation d'un canonnier qui demandait la tête du tyran Louis XVI pour en charger sa pièce et l'envoyer à l'ennemi. Un autre de ses journaux, en parlant de Madame Élisabeth et en voulant détruire l'admiration qu'inspirait au public son dévouement au roi et à la reine, cherchait à détruire ses vertus par les calomnies les plus absurdes. Un troisième disait qu'il fallait étouffer les 2 petits louveteaux qui étaient dans la tour, désignant par là Monsieur le Dauphin et Madame Royale. Le roi n'était affecté de ces articles que par rapport au peuple. Les Français, disait-il, sont bien malheureux de se laisser ainsi tromper. J'avais soin de soustraire les journaux au regard de Sa Majesté quand j'étais le premier à les apercevoir. Mais souvent, on les plaçait quand mon service me retenait hors de sa chambre. Ainsi, il est bien peu de ces articles dictés dans le dessein d'outrager la famille royale, soit pour provoquer un régicide, soit pour préparer le peuple à le laisser commettre, qu'il n'ait été élu par le roi. Ceux qui connaissaient les insolents écrits qui furent publiés dans son temps peuvent seuls se faire une idée de ce genre inouï de supplice. Un jeudi, ma femme et son ami venus au temple, comme de coutume, je leur parlais dans la chambre du conseil. La famille royale, qui était à la promenade, nous aperçut, et la reine et Madame Élisabeth nous firent un signe de la tête. Ce mouvement de simple intérêt fut remarqué par l'officier municipal Marino. Il n'en fallait pas davantage pour qu'il fît arrêter ma femme et son ami au moment où elles sortirent de la chambre du conseil.
On les interrogea séparément. On demanda à ma femme qui était la dame qui l'accompagnait. Elle répondit « C'est ma sœur ». Interrogée sur le même fait, celle-ci dit être sa cousine. Cette contradiction servit de matière à un long procès-verbal et aux soupçons les plus graves. Marino prétendit que cette dame était un page déguisé. Enfin, après 3 heures de l'interrogatoire le plus pénible et le plus injurieux, on leur rendit la liberté. Il leur fut encore permis de revenir au temple, mais nous redoublâmes de prudence et de précaution. Je parvenais souvent, dans ces courtes entrevues, à leur remettre des notes écrites avec un crayon qui avait échappé aux recherches des municipaux et que je cachais avec soin. Ces notes étaient relatives à quelques informations demandées à leur majesté. Heureusement que ce jour-là, je n'en avais remis aucune. Si on eût trouvé quelques billets sur elle, nous eussions couru tous les 3 les plus grands dangers. D'autres municipaux se faisaient remarquer par des traits les plus bizarres. L'un d'eux faisait rompre des macarons pour voir si on n'y avait pas caché quelques billets. Un autre, pour le même objet, ordonna qu'on coupât des pêches devant lui et qu'on en fendît les noyaux. Un troisième me força un jour de boire de l'essence de savon destinée à la barbe du roi, affectant de craindre que c'était du poison. Madame Élisabeth, m'ayant demandé de renvoyer à Madame la Duchesse de Sérent un livre de piété, les municipaux en coupèrent les marges dans la crainte qu'on ait écrit quelque chose avec une encre particulière. Le 1er novembre, on annonça à la famille royale une députation de la Convention nationale. Elle était composée de Drouet, maître de poste de Varennes, de Chabot, ex-capucin, de Dubois-Crancé, de Duprat et de 2 autres dont je ne me rappelle plus exactement les noms. La famille royale, et surtout la reine, frémirent d'horreur à la vue de Drouet. Ce député s'assit insolemment près d'elle. À son exemple, Chabot prit un siège. La députation demanda au roi comment il était traité. « Je ne me plains de rien, » répondit Sa Majesté. Quelques jours après, le roi eut une fluxion assez considérable à la tête. Je demandai instamment qu'on fît appeler M. Dubois, dentiste de Sa Majesté. On délibéra 3 jours, et cette demande fut refusée. La fièvre survint. On permit enfin à Sa Majesté de consulter M. Lemonnier, son premier médecin. Il serait difficile de peindre la douleur de ce respectable vieillard lorsqu'il vit son maître. La maladie du roi dura 10 jours, puis elle se communiqua à la reine, à Madame Royale et à Madame Élisabeth. Monsieur Lemonnier obtint la permission de continuer ses visites. Je tombais malade à mon tour. La chambre que j'habitais était une pièce humide et sans cheminée. L'abat-jour de la croisée interceptait encore le peu d'air qu'on y respirait. Je fus attaqué par une fièvre rhumatisme, avec une forte douleur au côté qui me forçait à garder le lit. Le premier jour, je voulus me lever pour m'occuper du dauphin, mais Sa Majesté, voyant mon état, m'ordonna de me coucher et fit elle-même la toilette de son fils. Pendant cette première journée, monsieur le dauphin ne me quitta presque point. Cet auguste enfant m'apportait à boire. Le soir, le roi profita du moment où il paraissait moins surveillé pour entrer dans ma chambre. Il me fit prendre un verre de boisson
et me dit, avec une bonté qui me fit verser des larmes, « Je voudrais vous donner moi-même des soins, mais vous savez combien nous sommes observés. Prenez courage. Demain, vous verrez mon médecin. » À l'heure du souper, la famille royale rentra chez moi et Madame Élisabeth, sans que les municipaux s'en aperçussent, me remit une petite bouteille qui contenait une potion. Cette princesse, qui était fort enrhumée, s'en privait pour moi. Je voulus la refuser, mais elle insista. Après le souper, la reine déshabilla et coucha le jeune prince, et Madame Élisabeth roula les cheveux du roi. Le lendemain matin, Monsieur l'aumônier m'ordonna une saignée, mais il fallait le consentement de la commune pour faire entrer un chirurgien. On parla de me transférer au palais du Temple. Craignant de ne plus rentrer dans la tour, si j'en sortais une fois, je ne voulus pas être saigné. Je fis même semblant de me trouver mieux. Le soir, de nouveaux municipaux arrivèrent et il ne fut plus question de me transférer. Je restai 6 jours au lit et chaque jour, la famille royale venait me voir. Madame Élisabeth m'apportait souvent des drogues qu'elle demandait comme pour elle. Tant de bonté me rendirent une partie de mes forces, et au lieu du sentiment de mes peines, je n'eus bientôt à éprouver que celui de la reconnaissance et de l'admiration. En effet, qui n'eût été touché de cette auguste famille, suspendre en quelque sorte le souvenir de ses longues infortunes pour s'occuper de son serviteur. Je ne dois pas oublier de rapporter ici un trait de Monsieur le Dauphin qui prouve jusqu'où allait la bonté de son cœur et combien il profita des exemples et des vertus qu'il avait continuellement sous les yeux. Un soir, après l'avoir couché, je me retirai pour faire place à la reine et aux princesses qui venaient l'embrasser et lui donner le bonsoir dans son lit. Madame Élisabeth, que la surveillance des municipaux avait empêché de me parler, profita de ce moment pour lui remettre une petite boîte de pastilles d'ipecacuanha, en lui recommandant de me la donner lorsque je reviendrai. Les princesses remontèrent chez elles, le roi passa dans son cabinet et j'allai souper. Je rentrai vers 11 heures dans la chambre du roi pour préparer le lit de sa majesté. J'étais seul. Le jeune prince m'appela à voix basse. Je fus très surpris de ne pas le trouver endormi, et craignant qu'il ne fût incommodé, je lui en demandai la raison. « C'est, me dit-il, que ma tante m'a remis une petite boîte pour vous, et je n'ai pas voulu m'endormir sans vous la donner. Il était temps que vous veniez, car mes yeux se sont déjà fermés plusieurs fois. Les miens se remplirent de larmes. Il dormait profondément. » À cette sensibilité, le jeune prince joignait beaucoup de grâce et toute l'amabilité de son jeune âge. Souvent, par ses naïvetés, l'enjouement de son caractère et ses petites espiègleries, il faisait oublier à ses augustes parents leur douloureuse situation. Mais il la sentait lui-même, et il se reconnaissait, quoique si jeune, dans une prison et se voyait surveillé par des ennemis. Sa conduite et ses propos avaient pris cette réserve que l'instinct, quand il s'agit d'un danger, inspire peut-être à tout âge. Jamais je ne l'ai entendu parler ni des Tuileries, ni de Versailles, ni d'aucun objet qui aurait pu rappeler à la reine et au roi quelque affligeant souvenir.
voyait-il arriver un municipal plus honnête que ses collègues, il courait au-devant de la reine, s'empressait de le lui annoncer, et il lui disait, avec l'expression du contentement le plus marqué, « Maman, c'est aujourd'hui monsieur un tel !» Un jour, comme il avait les yeux fixés sur un municipal qu'il dit reconnaître, celui-ci lui demanda dans quel endroit il l'avait vu. Le jeune prince refusa constamment de répondre. Puis, se penchant vers la reine, « C'est, lui dit-il à voix basse, dans notre voyage de Varennes. » Le trait suivant offre une nouvelle preuve de sa sensibilité. Un tailleur de pierre était occupé à faire des trous à la porte de l'antichambre pour y placer d'énormes verrous. Le jeune prince, pendant que cet ouvrier déjeunait, s'amusait avec ses outils. Le roi prit des mains de son fils le marteau et le ciseau, lui montrant comment il fallait s'y prendre. Il s'en servit pendant un long moment. Le maçon, attendri de voir ainsi le roi travailler, dit à sa majesté, « Quand vous serez sorti de cette tour, vous pourrez dire que vous avez travaillé vous-même à votre prison. » Ah, répondit le roi, avec un sourire triste. « Quand et comment en sortirai-je » Monsieur le dauphin versa des larmes. Le roi laissa tomber le ciseau et le marteau et rentra dans sa chambre. À partir de décembre, la situation devient de plus en plus compliquée et à la limite du supportable pour le roi et sa famille, qui s'efforcent néanmoins de conserver leur dignité et se font violence pour paraître indifférents aux petites épreuves quotidiennes qui leur sont infligées. Car, désormais, c'est en véritables terroristes ou en criminels de la pire espèce qu'ils sont traités. Un homme seul essaie encore de les protéger et d'être un ultime rempart pour eux. C'est Jean-Baptiste Thierry. Et il est lui-même dans une périlleuse position et une seule idée l'obsède, celle d'être renvoyé du temple. Ce rempart demeure donc bien fragile et il ne parviendra plus bientôt à endiguer le flot de haine et de violence qui le submerge. Louis ignore encore, même si ses illusions s'envolent au fil des jours, mais il commence à vivre les derniers jours de sa vie terrestre. Le 2 décembre, la municipalité du 10 août est remplacée par une autre, beaucoup plus dure et implacable, au point que Cléry en arrivera à regretter la précédente. Jusque-là, il n'y avait qu'un seul municipal auprès du roi qui surveillait ses moindres faits et gestes, et un autre auprès de la reine. Désormais, il y en eut deux, et l'isolement autour du roi et de sa famille se fit encore plus pesant. Le 7 décembre, tous les instruments tranchants dont on prive les prisonniers prétendus criminels, comme les couteaux, rasoirs, ciseaux, leur furent retirés. On en vint même à leur retirer fourchettes et couteaux lors de leur repas. Le confort devint spartiate. Par ailleurs, on commença à préparer le procès du roi, ou plutôt de Louis Capet. Capet n'est pas mon nom, répétera plusieurs fois le roi. C'est le nom d'un de mes ancêtres. Durant tout le mois de décembre, il fut entendu à 2 reprises à la base de la Convention nationale. Puis arriva Noël. Et c'est ce jour que Louis choisit pour écrire son testament, entièrement de sa main, recommandant à Dieu sa famille, et plus particulièrement son fils, dont on n'imagine pas qu'il ait pu alors encore espérer qu'il puisse un jour monter sur le trône. Il recommande aussi son fidèle Cléry, le remerciant de tous ses soins, et pardonne à ses gardiens et à ses juges en réitérant qu'il n'est pas coupable d'aucun des crimes dont on l'accuse. Le lendemain, il était conduit pour la seconde fois à la barre de l'Assemblée, accompagné de ses 3 avocats, Malesherbes,
de 16 et Tronchet. À son retour, il remettra à Cléry sa défense imprimée, et il demanda au commissaire Vincent, qui lui rendait quelquefois de petits services, d'emporter secrètement un exemplaire à la reine. Cléry rapporte que Vincent, que le roi remerciait pour ce petit service, en profita pour lui demander quelque chose qui lui appartint. Le roi détacha alors sa cravate et la lui offrit, comme il donna une autre fois ses gants à un autre municipal, pour le même motif. Même aux yeux de plusieurs de ses gardiens, constate alors Cléry, déjà ses dépouilles étaient sacrées. C'est ainsi que se termina la tumultueuse année 1792. Le 1er janvier, j'approchais du lit du roi et je lui demandais à voix basse la permission de lui présenter les vœux les plus ardents pour la fin de ses malheurs. « Je reçois vos souhaits, me dit-il, avec affection, en me tendant une de ses mains que je baisais et arrosai de mes larmes. Aussitôt qu'il fut levé, il pria un municipal d'aller de sa part savoir des nouvelles de sa famille et de lui présenter ses souhaits pour la nouvelle année. Les municipaux furent émus par le ton de ces paroles si déchirantes relativement à la situation où était le roi. « Pourquoi, me dit l'un d'eux, lorsque le roi fut rentré dans sa chambre, pourquoi ne demandait-il pas à voir sa famille ? À présent que les interrogatoires sont terminés, cela ne souffrirait aucune difficulté. C'est à la Convention qu'il faudrait s'adresser. » Le municipal, qui était allé chez la reine, rentra et annonça à sa majesté que sa famille la remerciait de ses vœux et lui adressait les siens. « Quel jour de nouvelle année !» dit le roi, très ému. Le même soir, je pris la liberté de lui observer que j'étais presque certain du consentement de la Convention si sa majesté demandait qu'il lui fût permis de voir sa famille. « Dans quelques jours, me dit le roi, ils ne me refuseront pas cette consolation. Il faut attendre. » Plus le moment du jugement approchait, si l'on peut donner ce nom à la procédure que l'on faisait subir au roi, plus mes craintes et mes angoisses augmentaient. Je faisais 1000 questions aux municipaux et tout ce que j'en apprenais ajoutait à mes terreurs. Ma femme venait me voir toutes les semaines et me rendait un compte exact de ce qui se passait dans Paris. L'opinion publique paraissait toujours favorable au roi. Je lisais souvent au roi, et j'étais presque parvenu à le croire moi-même, que les membres de la Convention, opposés les uns aux autres, ne prononceraient à l'issue du procès, le 16 janvier, que la peine de la réclusion ou de la déportation. Puisse-t-il, me répondit Sa Majesté, avoir cette modération pour ma famille. Je n'ai crainte que pour elle. La correspondance de leur Majesté continuait toujours. Le roi, instruit que Madame Royale était malade, fut très inquiet pendant quelques jours. La reine, après bien des sollicitations, obtint qu'on fit entrer au temple M. Brunier, médecin des enfants de France. Cette nouvelle parut le tranquilliser. Le mardi 15 janvier, veille du jugement du roi, ses conseils, messieurs de Sèze et Tronchet, prévinrent Sa Majesté de leur absence pour le lendemain. Monsieur de Malesherbes dit à Sa Majesté qu'il viendrait lui rendre compte dès qu'il saurait le résultat. Le 16 janvier 1793, dans la capitale, l'atmosphère est lourde et pesante. Les rues s'encombrent de files de gens, de toutes conditions, qui fuient en portant ce qu'ils peuvent de précieux. Aux abords de l'Assemblée, où l'on juge le roi, ou plutôt le citoyen Capet, la foule se presse, anxieuse, dès le petit matin, alors que le jour n'est pas encore levé,
et des cris de mort, des saïras retentissent au-dessus des piques et des fusils qui brillent à la lueur mouvante des torches. Aux portes de l'Assemblée, des canonniers se tiennent près de leurs pièces, mèches allumées. Des sans-culottes, armés jusqu'aux dents, applaudissent les députés de gauche à mesure qu'ils passent et menacent les tièdes, ceux dont on sait qu'ils répugnent à voter la mort du tyran. Dans les tribunes, des femmes, enguirlandées de rubans tricolores, rient, mangent des oranges ou des glaces, houspillent les uns, acclament les autres. L'auditoire est hétéroclite, tricoteuses, soldats, petits marchands, ouvriers, bourgeois, perruques, écoutent Danton dans son habit rouge, qui semble impatient et déclare à la tribune « Je demande que la Convention se prononce sur le sort de Louis sans désemparer ». À 8 heures du soir, l'un après l'autre, les 700 députés présents se succèdent à la tribune et émettent publiquement leur vote. Quelques-uns proposent le bannissement, les autres la mort, même si tous ne croient pas dans leur âme à la culpabilité de Louis. Dans les tribunes, on boit déjà à la mort de Capet, on plaisante, on tient les paris. Le funèbre défilé continue. Il est 4 heures du matin. Quand Robespierre est appelé, il prononce un véritable réquisitoire qui s'achève par cette phrase péremptoire « Je vote la mort ». Danton, qui lui succède, semble brandir la hache en s'exprimant. On ne compose pas avec les tyrans, on les frappe à la tête. Je vote la mort du tyran. Barère limite, puis Sieyès, Marat, Collet d'Herbois, Camille Desmoulins, toutes les grandes figures de la Révolution votent pour la mort. Même le député marseillais girondin Charles Barbaroux. On appelle à présent Philippe Égalité, le propre cousin du roi et père du futur Louis-Philippe. Il a juré à ses proches de se récuser. Il le doit à ses liens de sang. Il le peut. Même ses amis de la montagne l'approuveraient. Mais il a peur. Et tout en se composant un masque impassible, il lit un papier qu'il froissait dans ses mains. Uniquement préoccupé de mon devoir, convaincu que tous ceux qui ont attenté ou qui attenteront par la suite à la souveraineté du peuple méritent la mort, je vote pour la mort. Sa phrase est saluée par un murmure d'horreur. À sa grande surprise, personne ne l'applaudit, contrairement à ses prédécesseurs. Même ses amis de la montagne restent silencieux. L'aube naît. Le scrutin se poursuit, de plus en plus lent. Toute une journée encore, les députés se succéderont, et il ne s'achèvera qu'en début de soirée. Le dépouillement se déroule dans une salle voisine, et c'est Vergniaud qui annonce les résultats. La majorité absolue est de 361 voix, à raison des députés absents ou qui se sont récusés. 366 ont voté pour la mort. Je déclare donc, au nom de la Convention nationale, qu'elle prononce contre Louis Capet la mort. Les défenseurs sont alors admis à paraître à la barre. De 16 lit une déclaration que le roi a préparée au temple et qui porte la date du 16 janvier. Je dois à mon honneur, je dois à ma famille de ne pas souscrire à un jugement qui m'inculpe d'un crime que je ne puis me reprocher. En conséquence, je déclare que j'interpelle la nation elle-même du jugement de ses représentants. De 16 tente ensuite d'infléchir l'Assemblée. Au nom de la justice, au nom de la patrie, au nom de l'humanité, supplie-t-il, ne donnez pas à la France, à l'Europe, le spectacle douloureux d'un arrêt de mort prononcé à une majorité de 5 voix. Les 3 avocats du condamné se retirent ensuite, très émus, tandis que la Convention lève la séance. Et que, déjà, dans les rues, les vendeurs de journaux qui avaient anticipé l'événement crient « La mort! La mort !»
Le matin du 18, Malesherbes vient apprendre au roi, en sanglotant, son arrêt. Lui assurant que tout espoir n'est pas perdu. Non, non, il n'y a plus d'espoir, lui répond Louis. Je suis prêt à mourir pour mon peuple. Puisse mon sang le sauver des horreurs que je redoute pour lui. La Convention, bien qu'hésitante, repoussera le sursis réclamé par certains. L'exécution aura lieu 24 heures après la notification aux condamnés. La mort ne m'effraie point. J'y suis tout préparé, me dit le roi, le matin de ce jour funeste du 21 janvier 1793. Mais vous, ne vous exposez pas. Je vais demander que vous restiez près de mon fils. Donnez-lui tous vos soins dans cet affreux séjour. Rappelez-lui, dites-lui bien toutes les peines que j'éprouve, les malheurs qu'il ressent. Un jour, peut-être, il pourra récompenser votre zèle. À mon maître, à mon roi, si le dévouement le plus absolu, si mon zèle et mes soins ont pu vous être agréables, la seule récompense que je désire de votre majesté, c'est de recevoir votre bénédiction. Ne la refusez pas au dernier des Français, restez près de vous. J'étais toujours à ses pieds, tenant une de ses mains. Dans cet état, il agréa ma prière, me donna sa bénédiction, puis me releva, et me serrant contre son sein, faites-en part à toutes les personnes qui me sont attachées. Rentrez, ajouta le roi, ne donnez aucun soupçon contre vous. Puis, me rappelant, il prit sur une table un papier qu'il y avait déposé. Tenez, voici une lettre que Pétion m'a écrite lors de votre entrée au temple. Elle pourra vous être utile pour rester ici. Je saisis de nouveau sa main que je baisai et je sortis. Adieu, me dit-il encore. Adieu. Il était 6 heures du matin. Je rentrai dans ma chambre et y trouvai M. de Firmont, le confesseur du roi, faisant sa prière à genoux devant mon lit. Quel prince, me dit-il en se relevant, avec quelle résignation, avec quel courage il va vers la mort. Il est aussi tranquille que s'il venait d'entendre la messe dans son palais, au milieu de sa cour. À 7 heures, le roi sortit de son cabinet et, me tirant de l'embrasure de la croisée, il me dit « Vous remettrez ce cachet à mon fils, cet anneau à la reine. Dites-lui bien que je la quitte avec peine. Ce petit paquet renferme les cheveux de toute ma famille. Vous le lui remettrez aussi. Dites à la reine, à mes chers enfants, à ma sœur, que je leur avais promis de les voir ce matin, mais que je n'ai voulu surtout que leur épargner la douleur d'une séparation si cruelle. Combien il m'en coûte de partir sans recevoir leurs derniers embrassements. » Il essuya quelques larmes, puis ajouta avec l'accent le plus douloureux « Je vous charge, chers Cléry, de leur faire mes adieux. » Puis il rentra aussitôt dans son cabinet. Un quart d'heure après, le roi demanda les ciseaux. « Pour que Cléry me coupe les cheveux, » précise-t-il, à la demande des municipaux. Le conseil refusa, malgré la persistance de sa demande. Ce fut alors qu'on me dit qu'il fallait me disposer à accompagner le roi pour le déshabiller sur l'échafaud. À cette annonce, je fus saisi de terreur, mais rassemblant toutes mes forces, je me préparai à rendre ce dernier devoir à mon maître, à qui cet office, fait par le bourreau, répugnait.
lorsqu'un autre municipal vint me dire que je ne sortirais, et ajouta « Le bourreau est assez bon pour lui ». Paris était sous les armes depuis 5 heures du matin. On entendait battre la générale, le bruit des armes, le mouvement des chevaux, le transport des canons qu'on plaçait et déplaçait sans cesse. Tout retentissait dans la tour. À 9 heures, le bruit augmente. Les portes s'ouvrent avec fracas. Santerre, accompagné de 7 amis municipaux, entre à la tête de 10 gendarmes et les range sur 2 lignes. À ce mouvement, le roi sortit de son cabinet. « Vous venez me chercher ?» dit-il à Santerre. « Oui. Je vous demande 1 minute. » Et il rentra dans son cabinet. Sa Majesté en ressortit sur-le-champ. Son confesseur le suivait. Le roi tenait à sa main son testament qu'il remit au municipal Gobo, afin qu'il le remette à sa femme. J'étais derrière le roi, près de la cheminée. Il se tourna vers moi et je lui présentai sa redingote. « Je n'en ai pas besoin, me dit-il. Donne-moi seulement mon chapeau. » Je le lui remis. Sa main rencontra la mienne, qu'il serra pour la dernière fois. « Messieurs, dit-il en s'adressant aux municipaux, je désirerais que Cléry restât près de mon fils qui est accoutumé à ses soins. J'ose espérer que la commune accueillera cette demande. » Puis, regardant Santerre, « Partons. » Ce furent les dernières paroles qu'il prononça dans son appartement. À l'entrée des escaliers, il rencontra Mathé, concierge de la tour, et lui dit « J'ai eu un peu de vivacité avant-hier envers vous. Ne m'en veuillez pas. » Mathé ne répondit rien, et affecta même de se retirer lorsque le roi lui parla. Je restai seul dans la chambre, navré de douleur et presque sans sentiment. Les tambours et les trompettes annoncèrent que Sa Majesté avait quitté la tour. 1 heure après, les salves d'artillerie retentirent. Des cris de « Vive la République ! Vive la nation !» se firent aussi entendre. Le meilleur des rois n'était plus.